Alors, on continue ces confidences d'écrivain, cette fois-ci avec Éric Côté. Bonjour Éric Côté. Bonjour. Éric Côté, Bonjour tout le monde. photographe. Oui, photographe. Photographe. Alors, très vite, vous m'avez dit que vous étiez photographe de rue. Pourriez-vous préciser, par exemple, quelles sont les particularités du travail photographique d'un photographe de rue? Le photographe de rue, oui, j'ai commencé à faire la photo de très jeune, en photographiant un petit peu les gens autour de moi, les paysages et tout ça. Mais c'est quand je suis arrivé à Québec, parce que je viens de la région, c'est vraiment quand je suis arrivé à Québec en 89 que j'ai commencé à faire la photo de rue. La photo de rue, c'est, si on veut, c'est la dimension humaine devant la ville, c'est la photographie documentaire, ce sont des scènes de vie. Mon livre s'appelle « Instant partagé », que j'ai fait en 2008, que j'ai publié en 2008 aux éditions Gide, après 12 ans de photos de rue à Québec. C'était ma façon à moi de voir la ville, la nouvelle ville que j'étais en train d'adopter. Alors voilà, c'est dans la plus pure tradition du documentaire, de l'école française de la photo. Mon livre s'appelle « Instant partagé ». Dans le mot « partagé », il y a le mot dimension humaine, il y a le mot fraternité, il y a le mot partage, il y a le mot amour. Ce que j'essaie, ma démarche finalement, c'est d'essayer de capter dans un moment, dans une fraction de seconde, une émotion, un moment de vie à la fois intemporel, qui sort de l'anecdote, qui va au-delà des apparences. Alors, c'est ça, c'est toutes des petites scènes d'amour, d'amitié que j'ai divisées en différents chapitres. Là. Les enfants, les touristes, les quartiers populaires. Moi, j'aime beaucoup me promener dans les sentiers un petit peu hors touristes, voir la vraie vie, qui caractérise un lieu, un endroit. Alors, c'est un peu ça ma démarche. D'accord. Oui, oui. Et quelque chose m'a parlé de fraternité, d'amitié, etc. Et quelque chose m'a touché dans les photos que j'ai vues de vous, c'est que, disons qu'au jour le jour, on a une expérience de la vie qui est assez brute, immédiate. On n'a pas forcément le temps de tout voir, de tout analyser. Et vous prenez des photos de la main tendue, de la main sur l'épaule, du regard bienveillant, de la communauté qui se construit. C'est des photos, alors je ne veux pas dire utopiques parce que ce serait pessimiste de dire utopique, mais vous prenez, quand vous pressez sur votre appareil photo, c'est la bonté, j'ai l'impression souvent, qui ressort sur la photo. La bonté Ouais. humaine. Vous êtes Ouais. un photographe optimiste, est-ce que je me trompe? Oui, parce que ça dépend toujours de la vision qu'on a du projet, finalement. La photographie, c'est une vision. Hein? C'est une vision qu'on cultive avec les années sur une espèce de regard sur la société qu'on a, comment on interprète les choses et tout. Ça peut avoir aussi... cette vision-là peut être très subjective aussi. Ça peut être... ça dépend de notre méthode d'intervention en photographie, pour comment on perçoit les choses. Mais ce que j'ai essayé de voir dans mes photos de Québec, c'est justement cette poésie urbaine, la relation entre les gens, tout ça. C'est des choses qui me touchent, moi. Puis quand on fait de la photo de rue, le but, c'est d'approcher les gens, de rentrer en contact avec eux, de s'intéresser à eux, mais aussi d'être le plus discret possible pour, justement, d'essayer de capter un moment qui a du sens. Alors, tout le défi est là. Ça se passe en une fraction de seconde. Et puis, à un moment donné, Cartier-Bresson appelait ça des instants fugitifs, c'est-à-dire qu'il y a une émotion, il y a une situation qui se passe entre une personne ou deux personnes. Dans le cadre, quand je cadre, la situation évolue. La situation se place au niveau géométrique, au niveau graphique, au niveau du sens. Puis il arrive à un moment où tout ça atteint un paroxysme. Et c'est là qu'il faut appuyer sur le déclencheur, comme vous dites. C'est à ce moment-là. Alors, c'est soit qu'on appuie trop tôt ou trop tard. Bon, j'ai beaucoup de photos manquées aussi. On les réussit pas toujours. Mais le but, c'est un petit peu ça. C'est d'essayer de capter des moments comme ça qui sont perméables dans le temps. Alors voilà pour Québec. Mais pour mon livre sur Gilles Keg, après ça, j'ai fait Gilles Keg en 2009. Celui-là, c'était différent. C'est vraiment un reportage. C'était pas de la photo de rue.
Il y a une bonne différence entre les deux. La photo de rue, c'est un peu... je me promène, puis les sujets sont un peu différents. C'est après qu'on fait une sélection pour que le corpus se tienne, puis que, bon, on divise sans thème et tout ça. Le livre sur Gilles Keg, c'est un reportage. C'est très différent. C'est plus du photojournalisme, je dirais. J'ai connu Gilles parce que moi, je suis un gars de télévision. Je travaille en télé. J'ai connu Gilles quand j'étais caméraman. J'ai fait des reportages avec lui. Puis la première fois que j'ai rencontré, je me suis dit, oh, un jour, il faut que je fasse un reportage photo avec lui pour aller un petit peu plus loin parce que les médias... Vous pourriez préciser peut-être pour qui est Gilles Keg? Oui, Gilles Keg, c'est un infirmier de la rue. Un infirmier de la rue qui travaille à Québec depuis 25 ans, qui soigne les malades, les gens démunis, les gens dans le besoin. Puis c'est un aide infirmier qui travaillait à l'hôpital de Trois-Rivières, qui a déménagé à Québec pour faire ça. Il y a une fondation qui existe pour vraiment venir en aide à ce qu'il fait financièrement et tout. Et il n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de... il y a des religieuses de différentes congrégations qui sont allées en pays de mission toute leur vie, qui sont à la retraite maintenant, mais qui donnent beaucoup de temps à Gilles. Et il y a aussi des jeunes qui étudient soit en médecine ou en technique infirmière, qui travaillent pour lui. Donc, c'est une grosse organisation. Il y a à peu près une trentaine de bénévoles. Puis, comme je disais tantôt, dans les médias, c'est souvent en superficie. Quand on allait voir Gilles, bon, il y avait toujours 3-4 personnes qui permettaient d'avoir des caméras pour qu'on puisse tourner, tout ça, pour montrer qu'est-ce qu'il faisait. Et puis, un moment donné, j'ai rencontré, j'ai dit, Gilles, j'aimerais ça te suivre pour faire un expo de photos, parce qu'au départ, c'était pour une exposition, pour aller un petit peu plus loin dans cette dimension-là cachée de la ville à Québec. Peu de gens connaissaient ou refusaient de voir. Fait que Gilles m'a ouvert les portes. C'était mon ouvreur de porte, finalement. Puis, au fur et à mesure que j'ai travaillé avec lui, j'ai découvert ce qu'il faisait. Je l'ai suivi pendant 1 an et demi. Toute partie beau, peut-être à temps plein, ça donne peut-être 3 mois pour faire un reportage justement qui est assez fouillé sur ce qu'il fait sur les missionnaires de la paix. On l'a appelé les missionnaires de la paix parce que le livre L'infirmier de la rue était déjà pris ailleurs. Alors c'est pour ça qu'on... Mais les missionnaires de la paix, c'est aussi les religieuses qui sont avec et tout ça. C'est un homme extraordinaire, un homme dévoué, un homme... il s'en fait rarement dans un siècle des gens comme lui qui ont un don de soi incroyable, qui travaillent 15 heures par jour. Il y a des patients qui vont voir 5-6 fois par jour. Il a donné sa vie aux autres. Alors, j'ai eu le privilège, la chance de suivre pas à pas un homme comme ça. Moi, il m'a transformé, cet homme-là. C'est incroyable. Il est très connu à Québec aussi. Là. Il fait beaucoup de choses pour les gens. Alors voilà, au début, ça donnait une expo, mais après, j'avais assez de photos pour vraiment aller au bout de la démarche, pour faire un reportage vraiment complet. Puis les éditions Gide ont décidé de le publier. Puis c'était une belle aventure. Oui, oui. Ouais. Quand on jette un regard à vos photos, on remarque quand même un assez important souci de l'esthétisme qui parfois peut même évoquer le cinéma. Moi, personnellement, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, la question que je pourrais avoir, est-ce que la vie est magnifique ou a-t-on besoin de magnifier la vie quand on est photographe? Je vais juste répondre à ta question que j'ai plus ou moins répondu, mais ça va m'amener à celle-là après. Tu parlais je suis un photographe optimiste, puis je te parlais de vision. Bon, il y a beaucoup de subjectivité dans la photographie, puis on peut être aussi à la fois très objectif. Ça dépend toujours du traitement puis comment on voit le sujet. Mais Gilles, ça aurait pu facilement devenir un fait divers. OK, facile, justement, de tomber dans le misérabilisme, puis dans des choses pour montrer... excusez-moi, c'était d'avoir un manque de dignité aurait été facile. Alors, la vision que j'en avais, c'était justement de ne pas tomber de voir la misère, c'était de voir l'entraide. Alors, Gilles, c'est quelqu'un qui fait du bien aux autres. Alors, ce que j'avais en tête, puis ce que je voulais... Ce que je voulais que le livre, ce qui ressorte dans le livre, c'était tous les petits gestes, justement, d'entraide, ne serait-ce que l'écoute, de regarder quelqu'un, une main sur l'épaule, tout ça. Bon, évidemment, il y a quelques photos où on voit quand même que c'est certaines photos plus dures, ça en prend dans un reportage, mais la vision, c'était ça. Alors, tu vois, un petit peu pour répondre à ta question, c'est toujours une question d'interprétation, puis de focus, puis de comment on voit le sujet. Après ça, ça devient facile.
Et puis un troisième livre que vous nous présentez ici, au Salon du Livre. Cette fois-ci, c'est alors une autre figure peut-être solidaire, bienveillante, généreuse. Il s'agit de Jean Lafrance qui a, disons, comment on pourrait dire ça, ouvert une maison pour jeunes un peu perdus. Et il les accueille en leur redonnant un cadre qui est autant familial que affectif. Oui, éducatif et tout. Oui, Jean Lafrance, un autre monsieur extraordinaire qui a donné sa vie aux jeunes garçons. Jean a fondé une maison pour les jeunes. C'est un prêtre de Québec qui a pratiqué longtemps, qui pratique encore aujourd'hui. Il y a 15 ans de ça, il a fondé une maison pour les jeunes dans un ancien presbytère. Les jeunes qui sont surtout en DPJ, puis qui n'ont plus de foyer ou qui se sont promenés d'une famille à l'autre. Alors, Jean les accueille chez lui, dans sa grande maison. Ils sont à peu près une dizaine de jeunes. Ils ont chacun leur chambre. C'est très, très encadré. Il y a des éducateurs spécialisés qui travaillent là. Les jeunes vont à l'école, au Collège Champigny à Québec, qui sont en collaboration avec les œuvres Jean Lafrance. C'est très strict. Ils font du sport obligatoire. Le sport est obligatoire à la maison. Les tâches ménagères. Ils participent au repas à chaque jour. Il y a Lynn qui travaille à la maison, qui est comme la mère de la maison, si on veut. Puis le livre, ben, c'était... Jean voulait... il voulait laisser quelque chose de perméable dans le temps sur son œuvre parce qu'il est sur le bord de partir à la retraite. Puis il n'y avait rien là il n'y avait pas une série d'images qui pouvaient témoigner de ça. Alors j'ai eu la chance de travailler avec eux pour ça. C'était une commande que j'ai fait l'année passée. Mais l'objectif premier du livre, c'était un voyage, finalement. Oui, un voyage en Italie. C'était un voyage en Italie. Fait que c'était de suivre les jeunes pendant un voyage parce qu'ils partent à chaque année. Initialement, c'était en Israël qu'on devait aller, mais avec les problèmes qu'il y avait à Gaza, il y a 1 an et demi, on a décidé de changer une semaine avant la direction du voyage pour aller 10 jours à Rome. Mais moi, la première fois que j'ai rencontré Jean, quand il m'a fait visiter la maison, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, Jean, je pense qu'il faut faire plus que le voyage. Il faut séparer le livre en deux. Il faut parler de la maison. Il faut documenter un petit peu la maison, les jeunes qui sont ici. Il dit, laisse-moi y penser, tout ça. Fait qu'on va présenter ça au conseil d'administration. Fait que finalement, en présentant ça au conseil, ils ont trouvé l'idée intéressante. On a rencontré les jeunes. Puis c'est comme ça que le livre est devenu une partie de la maison, puis une partie du voyage. Ça a été aussi une belle aventure, effectivement. Et je vous remercie beaucoup. C'est de très belles photos de l'Italie. Merci. Donc, c'est un très beau voyage aussi qu'on fait en feuilletant le livre et en le lisant. Merci beaucoup, Éric Côté. Merci. Déjà fini. D'avoir partagé ce temps-là avec nous. OK, merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne journée. Vous êtes en dédicace aussi toute la journée. Oui, à tantôt. Vous venir me voir, je suis à côté. De 3h à 4h. Merci. Gabriel, bonjour. Bonjour. Tu es venu nous présenter Tas de roches, qui est ton dernier roman. Oui, c'est mon deuxième roman et mon plus récent. Il est tout chaud. Ça fait 1 mois, presque jour pour jour, qui est sur les tablettes des librairies. Le papier encore chaud de la presse. Le papier est doux aussi. Ouais, je vous invite à venir toucher ce livre, si vous avez l'occasion. Je le trouve doux. Donc, Tas de roches, c'est un grand roman, un grand roman, dans tous les sens. C'est-à-dire un roman... c'est un beau pavé, mais c'est aussi un roman qui se marque par sa démesure, la démesure de son personnage, la démesure de ton histoire. C'est l'histoire d'un jeune Québécois d'origine chilienne adopté qui va être amené dans sa vie à effectuer des prouesses, quelqu'un de très fort, quelqu'un d'un peu gargantuesque. Et il y a beaucoup de références à Rabelais, l'auteur de Pantagruel et Gargantua, à la verve médiévale française. Je voulais savoir si ça t'est venu en écrivant ou c'est quelque chose que tu avais voulu faire dès le début? L'influence rabelaisienne, c'est vraiment venu en écrivant. Pour faire une histoire courte, disons, quand j'ai commencé à écrire cette histoire-là, ça s'est construit autour vraiment
de l'ancrage socio-géographique. Ça se passe dans un petit village, le petit village où j'ai grandi, à Saint-Néré-de-Bellechasse, sur la rive sud de Québec. Un tout petit village de 750 habitants à peu près. Mais c'est un village magnifique, là, où il fait bon vivre, le ciel est pur, l'air est pur, les femmes s'y embellissent, les hommes deviennent plus forts. C'est un petit paradis sur Terre. Mais, bon, toute l'histoire se passe là. Et là, m'est venue l'idée du personnage. Ce personnage-là, plus grand que nature, qui vient d'ailleurs, qui est adopté, mais qui va grandir, qui va croître, se développer, s'accomplir à Saint-Néré. Et ce personnage-là avait besoin de plus qu'une personne pour raconter son histoire. Je le voyais vraiment comme un personnage riche, avec plusieurs dimensions, puis une ampleur démesurée. Et c'est là que m'est venue l'idée, OK, il va y avoir plusieurs voix qui vont raconter son histoire, qui vont se côtoyer dans le roman. Et ces voix-là se sont précisées peu à peu. Et il y avait une de ces voix-là, je ne savais pas encore quelle forme elle allait prendre. Et c'est à ce moment-là, parce que le processus s'était déjà commencé, que j'ai lu Rabelais pour la première fois. J'étais jeune étudiant à l'université, puis là, j'ai plongé dans Gargantua. Et ceux qui n'ont pas lu Rabelais, je vous le conseille. Je vous conseille de vous frotter un jour à cette œuvre. Moi, je suis tombé là-dedans, puis c'est comme si je sentais soudain un air plus pur. C'est une espèce d'esprit de liberté, parce que Rabelais se permet d'utiliser dans son œuvre une quantité phénoménale de mots. Il y a plus de mots de vocabulaire chez Rabelais que dans un Larousse illustré conventionnel. Alors moi, de voir ça, de sentir ça, cette liberté-là, puis la liberté aussi avec laquelle il traite de thèmes très sérieux, de thèmes absolument superficiels. Il va se permettre de faire de la scatologie à côté de réflexions philosophiques, tout ça dans les mêmes phrases. Alors, c'est cette liberté-là, moi, que j'ai eu le goût d'investir à ce moment-là. C'était la voie parfaite dont j'avais besoin pour raconter mon histoire. Oui, réponse longue à une question courte. Réponse rabelaisienne, mais longue mais intéressant. Je voudrais revenir sur ces trois voix dont tu parles. Je crois qu'il y en a trois principales dans ton livre, ou peut-être un peu plus. En tout cas, le livre a la particularité d'être écrit à plusieurs voix, en plusieurs langues, plusieurs variantes du français, voire même une autre langue, une langue autochtone. Oui. Et est-ce que tu pourrais parler un peu plus, parce qu'il y a une disposition très spéciale dans ce livre-là, c'est comme un pari que tu as pris pour marquer la démesure peut-être du personnage et sa folie aussi. C'est quelque chose qui s'ajoute à l'histoire. On a présenté un petit peu l'histoire, un peu l'angle narratif rabelaisien. Mais cette richesse-là que je voulais avoir dans la narration, bien, elle s'est démultipliée aussi. C'est-à-dire que j'ai décidé d'investir aussi l'espace de la page. Parce que, bon, on ouvre un roman, habituellement, on s'est habitué d'ouvrir un roman puis de commencer à lire sa première ligne en haut à gauche, puis on file jusqu'à droite, on change de ligne, on continue. Puis, dans le fond, la mise en page n'a pas vraiment d'importance, à part un certain esthétisme ou une certaine clarté de lecture. Mais comme la sonorité des mots, qui n'a pas vraiment de sens, mais avec laquelle on peut s'amuser en écriture, puis qu'on peut faire sonner en poésie ou même quand on écrit du roman, comme même la typographie avec laquelle on peut s'amuser, bien, la mise en page, je me suis dit, c'est un outil aussi qui peut être neutre, mais qui peut aussi ajouter du sens à l'histoire. Pourquoi ne pas l'investir? Pourquoi pas, dans le fond, se servir de l'espace de la page pour représenter un peu soit l'espace du roman, soit l'espace mental du personnage? Alors, c'est pour ça que, comme tu l'as annoncé, quand on feuillette Todd Roche, au début, on peut être déstabilisé parce qu'à un moment donné, le texte, OK, il est normal pendant un certain nombre de pages ou de chapitres. À un moment donné, le texte commence à se séparer sur plusieurs colonnes, 2 colonnes, 3 colonnes. Des fois, il y a des insertions d'un paragraphe. Des fois, ça devient plus compliqué. Il y a des espèces de chevauchements de texte. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis, à chaque fois, c'est significatif. Ça apporte quelque chose à cet instant-là du roman. Ça veut dire quelque chose. C'est pas... dans le fond, j'avais vraiment pas envie, moi, de me lancer dans une aventure formelle pour le fun de faire une aventure formelle puis d'essayer des choses puis d'épater la galerie. À chaque fois, c'était « OK, j'ai quelque chose à dire. Comment je pourrais le dire? Ah, je pourrais investir la page. De quelle façon? » Et là, de fil en aiguille, à chaque fois, je réinvente cette façon-là de présenter les choses au lecteur. Ça représente un peu un défi pour le lecteur, mais en même temps, j'ai essayé d'être doux et pédagogique dans mon approche. C'est-à-dire que c'est placé d'une façon que quand on commence à lire l'histoire, on y est tranquillement confronté à ces singularités-là. On apprend à réagir, puis à un moment donné, ça s'installe tranquillement. Puis c'est toujours lié à ce qui se passe, puis c'est toujours lié à une grande histoire d'amour, d'amitié, qui va nous prendre par les sentiments, puis qui va nous amener dans une aventure plus formelle dans un certain sens, mais qui vient toujours réenrichir l'histoire elle-même. Puis à un moment donné, ça prend vraiment sens dans l'histoire, cette disposition-là. Oui, parce que
y a un souffle de conteur qui parcourt ton roman. Il y a des références à Fred Pellerin, il y a quelque chose de... L'aventure formelle ne va pas à l'encontre de la narration. Quelque chose qui coule, c'est un livre... on commence, on embarque dans une histoire, et une histoire assez démesurée qu'on suit. Il y a quelque chose de l'épopée. Je veux savoir où tu trouves ce souffle-là de narration. Est-ce que c'est comme un marathon à courir? Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve naturellement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a vidé? Est-ce que... Il y a comme plusieurs... ça touche à plusieurs choses, cette histoire-là. L'idée d'un souffle plus épique, c'est-à-dire, que des auteurs ou des lecteurs dans la salle ne se sentent pas jugés, mais à un moment donné, moi, je m'étais tanné. Moi, j'ai 32 ans, puis je début trentaine. Ça fait 7 ans que je travaille ce roman-là. J'ai commencé au milieu de la vingtaine, vraiment. Puis à ce moment-là, la littérature, la télévision était remplie d'espèces de anti-héros citadins trentenaires un peu amorphes qui échouaient, tout ce qui était des personnages mous, des contre-exemples. Puis moi, ça me tapait un peu ses nerfs. Ça me motivait pas, ça m'inspirait pas. Moi, ce qui m'a toujours inspiré plus, c'est un espèce d'héroïsme, oui, puis qui me nourrit aussi, disons, dans les dernières années, 2012, qu'on voit comme la génération là, juste un peu plus jeune que moi, là. Ceux qui pensent qu'ils peuvent changer le monde, puis qui ont le goût d'essayer, puis qui pensent que ça se peut. Ça me nourrit énormément. Fait que j'avais besoin d'un héros comme ça qui est fort, qui peut être un exemple, qui peut faire bouger les choses, qui peut avancer. Fait que lui amenait ce souffle-là. Après ça, l'idée si on est sur le plan plus formel de l'écriture elle-même, mais là, je ne vais pas m'installer en haut d'un rocher, ressentant le vent et le souffle de la tempête pour écrire des grandes phrases survoltées. Je m'assois à mon bureau puis je travaille laborieusement avec dictionnaire et recherche. Mais je ne sais pas si je m'écarte de la question, sauf que j'écris souvent au rythme, je dirais. C'est-à-dire que je sais ce que je veux dire. J'ai une phrase qui commence, elle a un sens. Puis là, à un moment donné, mais je la fais sonner. Elle sonne d'une manière, elle a un rythme qui se crée. Puis à un moment donné, je n'ai pas fini ma phrase. Puis là, je commence suspens, mais là, il me manque des mots dans ma phrase. C'est pas J'ai dit ce que j'avais à dire, mais il me manque des mots pour compléter le souffle de la phrase. Fait que ça m'arrive souvent d'écrire comme ça, de compléter le souffle qui s'est créé pour qu'il sonne, ce que j'espère, c'est que les lecteurs sentent ce souffle-là aussi à la lecture, hein, que ça vaille la peine, tout ce travail-là. Et il y a une question que je vais te poser, parce que moi, il me semble que tu t'es donné... En tout cas, il y a un projet qui se construit dans ce roman-là, c'est de donner une épopée au Québec. Et on sait que les épopées, c'est en partie... Il y a eu des projets d'épopée dans l'histoire. L'Énéide, c'est un projet d'épopée qui servait à fonder... disons, l'existence de Rome. Ensuite, par exemple, les monarques absolus ont demandé une Énéide française. C'était la Henriade. Souvent, les pouvoirs demandent, ou des groupes politiques, demandent ces grands récits amples qui unifient le peuple, qui amènent vers des projets qui vont dans un sens, dans un élan. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Tu as voulu construire un Québec, donner un roman du Québec. Il y a quelque chose de ancrer les grands héros grecs, les grands héros médiévaux dans la terre de maintenant, et fonder le Québec en une de ces terres mythiques, comme Rome, comme la monarchie française, comme je ne sais pas. Ouais, ça serait... Parce que si jamais on dit que j'ai écrit une épopée pour le Québec un jour, je vais le prendre comme un compliment, ça serait merveilleux. Il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans, puis qui rejoint ce qui était vraiment mon projet. Parce que je me suis pas dit je vais écrire une épopée pour le Québec, mais il y a quelque chose... j'ai essayé de mettre là-dedans ce qui était ma vision du monde. Et là, on a parlé d'un certain héroïsme, on a parlé de références à des littératures de la Renaissance ou de temps anciens, disons, de leur rapport, de leur côté épique. Mais ça, c'est le côté, c'est ce qui arrive en premier dans le roman, c'est ce que je mets en place. Mais à un moment donné, ce qu'on se rencontre avec justement la rencontre des voix, puis tout ce qui se passe là-dedans, c'est que moi, ma vision du monde, c'est que je vois pas comme elle n'est pas historique, c'est pas une grande ligne, quelque chose qui s'accomplit dans le temps et qui va rayonner pour les siècles à venir. Le Québec, à moi, mon Québec, mon village Saint-Éric, j'ai mis en scène là-dedans, c'est un territoire, c'est un espace. Et c'est comme ça que j'ai le goût de voir le Québec aujourd'hui. Moi, pas comme comme le résultat historique de Français qui se sont établis ici, puis tout ça, où là, on se bat sur qui était là avant, qui était là après, puis on chicane. Vraiment sur l'espace du territoire. Il y a des gens qui y habitent maintenant, il y a des gens qui y ont habité avant, et si on met tout ce monde-là ensemble, puis qu'on explore
toutes ces identités multiples-là. Là, on a quelque chose de riche qui ressemble peut-être à notre identité collective. C'est pour ça que j'ai essayé de partir de ce qui, moi, me ressemblait, mais d'aller ailleurs aussi. Fait que de remonter le temps par la littérature, d'aller chercher, oui, chez Rabelais, dans nos origines françaises, quelque chose qui nous appartient, puis aussi d'aller chercher dans la langue Innu, qui occupe une place importante dans l'histoire, dans une de mes narrations, dans le fond, qui revient une fois de temps en temps. J'essaie de faire résonner le français puis l'Innu, de les faire parler ensemble pour que ça devienne une voix, une espèce de voix collective de la nature. Là, à ce moment-là, je ne vais pas chercher dans nos racines françaises. Là, c'est vraiment dans le territoire, ici, au Québec. Parce que nous autres, ça fait 400 ans qu'on est ici. Ça fait 400 ans qu'on utilise la langue française pour décrire nos paysages, parler de montagnes, parler de villages, parler de peu importe. Mais pendant des milliers d'années avant ça, il y avait d'autres langues qui faisaient parler ce paysage-là. Cette nature-là a parlé en Innu puis en une dizaine d'autres langues au Québec bien avant le français. Si cette nature-là a à nous parler aujourd'hui, si on a à aller écouter cette nature qui est celle du Québec, bien, je pense que c'est dans leur langue d'origine qu'il faut l'écouter. C'est un effort en ce sens-là que j'ai essayé avec cet aspect-là dans Todd Roche. Peut-être une espèce d'épopée, mais en tout cas un hymne à une terre qui serait une terre de dialogue, d'échange, de rencontres et d'enrichissement mutuel, beaucoup plus que quoi que ce soit d'autre. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, je rappelle que tu vas être en dédicace pour Todd Roche. Cet après-midi, tu continues à y être. Je suis là tout de suite là, à 3 heures. Je vais être en dédicace. Puis je vais être très facile à trouver parce que vous allez de l'autre côté, juste au coin là-bas, au stand de Druide. Il va y avoir une grande file pour Louise Portal. Moi, je vais être juste à côté. Voilà. Et puis, je tiens juste, pour finir en une minute, de dire que tu t'installes au Saguenay. Alors, c'est quelqu'un avec on va te revoir, on va te réentendre et tu vas, je pense, bientôt porter les couleurs du Saguenay, en tout cas. Oui, je vais les porter fièrement. C'est mon premier salon du livre, c'est au Saguenay. Ça fait 2 mois que j'habite ici avec femmes et enfants. J'ai ma belle-maman qui est venue écouter mon entrevue. Bref, là, je découvre tranquillement ma nouvelle famille. D'accord, mais merci beaucoup, Gabriel. C'est un plaisir.